Allez, bonjour et bienvenue pour cette première édition de Insight, un événement incroyable sur la technologie, l'innovation. Vous êtes là toute la journée pour découvrir tout un tas de choses, puisque j'ai dit toute la journée, puisqu'on est là de 10h jusqu'à 17h, avec plein de confs. Il y aura une petite pause quand même entre midi et deux, histoire de vous laisser respirer. Et pour ouvrir le bal de ces conférences, j'ai l'immense honneur, privilège d'avoir Aurélien Lajoie de chez ManoMano. Salut à toi Aurélien, comment vas-tu aujourd'hui? Salut, très très bien. Bon, ça assez vite. Bah écoute, avec grand plaisir, nous on t'accueille ici en tout cas. Du coup, est-ce que tu peux te présenter et puis aussi la société pour laquelle tu travailles qui est ManoMano, dont le logo s'affiche juste au-dessus de moi? Ah, j'ai tout dans mes slides sur la présentation. C'est vrai, t'as tout dans tes slides. Ok. Ouais, j'ai bossé. Mais vas-y, ok. Mais écoute, ce qu'on fait, c'est on commence tout de suite par tes slides, c'est parfait. Ok, ça marche. Bah, bonjour tout le monde. Tac. Tu vois, c'est parfait, ça fonctionne. Par contre, tu as coupé ton son, j'ai l'impression. Hop. Voilà. Les gros doigts. Ouais. C'est parti. Donc, ManoMano. Donc, on est à Paris, Bordeaux et Barcelone. Donc, je commence par nos valeurs pour faire un peu de la pub sur ManoMano. Tu as bien raison. Vous allez voir. Normalement, je vais réussir à conclure avec. Nos valeurs sont autour de l'audace, l'ingéniosité et la bienveillance. Vous allez voir comment on peut faire ça quand on est architecte. Donc ManoMano, donc on est une entreprise européenne présente au UK, en Allemagne, en France, Belgique, en Italie, en Espagne, et on fait du do-it-yourself, donc bricolage, home improvement, tout ce qui va être déco intérieure et jardinage. Et donc moi je viens vous voir pour parler de code it yourself plutôt que du do it yourself. On va pas faire trop de bricole quand on code. Voilà, et donc je suis Aurélien Lajoie, donc je suis le Head of Engineering chez ManoMano, donc je m'occupe de la partie architecture, core engineering et l'infrastructure. Donc, chez nous c'est du cloud, on n'a pas de bare metal. Donc je vais pour faire un peu de pub, le petit moment un peu narcissique. Donc j'ai commencé ma carrière en faisant de la mécanique, donc chez Dassault Aviation et chez Peugeot Citroën. Je fais beaucoup de crash tests, j'ai cassé des avions, j'ai cassé des voitures. Et après j'ai fait des culasses, joints culasses. Donc j'ai fait des vrais tests de charge sur du physique. Après ça j'ai rejoint une start-up dans les télécoms où on faisait des vieux trucs, c'était tout ce qui est la chaîne SMS, les MMS. Aujourd'hui c'est un peu passé de mode et on faisait aussi tout ce qui était géolocalisation pour faire surtout pour du marketing. Après j'ai fait des montres connectées en Chine pour une boîte suisse qui s'appelle Micronos et j'ai fini par arriver à Bordeaux chez Cdiscount où j'étais aussi en charge de l'architecture et des équipes cœur, et maintenant je suis chez ManoMano. Donc je vous ai mis mes liens LinkedIn, GitHub, Stack Overflow suivant vos goûts si vous voulez me contacter après. Voilà pour qui je suis et ce que fait ManoMano. Voilà, et maintenant, où va-t-on aujourd'hui? De quoi vas-tu nous parler? Je vais vous parler des architectes. C'est un mot qu'on entend souvent dans l'IT et on dit rarement ce que c'est vraiment. Et la conclusion, c'est qu'à la fin, on ne saura toujours pas vraiment ce que c'est. Donc, si tu spoil la fin de la présentation. Ouais, mais vous allez voir, c'est facile. Les architectes, quand on cherche architecte dans l'IT, on va tomber sur des enterprise architects, solution architects, software architects, data architects, cloud architects, security, project, partout. Et il y a plein de noms différents. Donc, ils ne font pas tous la même chose. Mais à chaque fois, il y a ce mot architecte qui traîne. Donc, on va repartir à la base. C'est quoi un architecte? Donc, si on part sur Wikipédia, on va avoir un truc assez simple. Donc, c'est une personne qui fait des plans, qui design et qui gère la vision globale d'une construction d'un bâtiment. Et il va être en charge de la connexion entre le design des bâtiments et l'espace qu'ils occupent. Bon, alors ça ne nous aide pas trop pour l'IT. Donc, on va prendre un vrai truc de l'IT un peu vieille aujourd'hui, donc un truc qui s'appelle le TOGAF. Donc c'est The Open Group Architectural Framework. Donc eux, ils doivent savoir de quoi ils parlent quand on leur demande c'est quoi l'architecture. Et on retombe sur la notion de plan.
Et ils sont là pour guider les différents composants, faisant une description formelle d'un système, et travaillent sur leur relation. Donc on retombe sur la partie connexion d'un architecte classique, et ils sont là pour définir les principes et les guidelines pour le design et les évolutions dans le temps. Donc on retombe encore pareil sur le design. Donc on voit que c'est quand même très lié avec un architecte classique, les architectes dans l'IT. Donc je vais vous présenter une vision qui est assez classique, on va dire en oignon. Et donc on va partir des Enterprise Architects. Donc ça c'est vraiment dans les entreprises énormes. Chez ManoMano par exemple on n'en a pas. Donc les architectes d'entreprise, donc eux ils vont travailler à un niveau très très haut et sur de la stratégie et sur de la roadmap le plus long terme possible pour couvrir tout le portfolio des applications et des futurs business qu'on va faire. Donc ils sont très dans l'anticipation et la vision très haut niveau. Après on va arriver sur les Solution Architects. Donc ça c'est deux dont je vais parler aujourd'hui parce que pour moi c'est les architectes clés dans une entreprise. Donc eux ils vont travailler plus sur les solutions et surtout c'est eux qui vont faire le lien entre toutes les personnes, les stakeholders, et ils vont valider, choisir les technos qu'on va utiliser et travailler aussi sur les exigences non fonctionnelles, donc qui sont pas liées forcément au cœur de business mais qu'il faut prendre en compte, type combien ça coûte, ainsi de suite, et les normes environnementales ou des choses comme ça qui sont pas forcément directement liées. Après on a le Software Architect qui est celui qu'on trouve souvent dans les entreprises, qui prend le titre d'architecte et qui pense être un solution architect alors qu'il est qu'un software architect. Donc le software architect, c'est quelqu'un qui va être focus sur un projet en particulier, et donc lui va s'intéresser au développement, à l'implémentation, la maintenance, le support, l'évolution. C'est une sorte de super dev. Et j'ai mis le cloud architect à la fin, donc qui lui va être plutôt là pour designer et implémenter les solutions d'infrastructure pour que les développeurs puissent déployer, opérer en autonomie leur application. Et donc ils vont travailler sur l'infrastructure du cloud, les applications, les rendre cloud compatibles pour bénéficier de l'élasticité par exemple du cloud, et la sécurité aussi qui est importante dans le cloud pour éviter que tout soit disponible si on ne fait pas exprès. Donc là j'ai détaillé 4 types d'architectes. Et un petit disclaimer, tout le monde fait de l'architecture. Pas parce que vous n'avez pas le titre d'architecte que vous n'en faites pas. L'idée c'est quand on définit des rôles d'architecte, c'est de donner beaucoup de temps à des personnes qui soient concentrées dessus, mais tout le monde fait l'architecture et tout le monde doit en faire. Il ne faut pas abandonner ce périmètre à quelqu'un d'autre. C'est super important de garder des notions d'architecture dans tous les postes côté IT. Donc, et chez ManoMano, comment cela se concrétise? Donc, quand je suis arrivé chez ManoMano il y a 2 ans, je suis pas content de ce qu'il y avait en termes d'architecture, et donc une des premières choses qu'on a voulu implémenter, c'est le Domain Driven Design. Donc le Domain Driven Design, je suis en cours. Il y a un livre que tout le monde vous recommande de lire, donc c'est le livre d'Eric Evans. Donc personnellement, je vous conseillerais pas de le lire celui-là, ou pas tout de suite, parce que j'ai essayé de le donner à mes enfants par exemple, et c'est le meilleur truc pour endormir quelqu'un. Et même l'auteur reconnaît que il n'a pas écrit dans le bon sens vu le succès que le livre a eu, et donc moi je vous recommande de lire plutôt celui-là, donc qui a été préfacé par l'auteur de celui d'avant, et qui celui-là est beaucoup plus opérationnel sur comment faire du domain driven design dans une entreprise. Donc celui-là il est plus l'approche est beaucoup plus facile, et une fois qu'on a lu le rouge, vous pouvez lire le bleu. Pour résumer. Donc, focus sur le domaine driven design. J'ai fait une opération RTFM, donc j'ai lu la doc, tout ça, et je me suis dit, oulala, il va falloir quelqu'un pour m'aider, donc j'ai recruté quelqu'un qui maîtrisait beaucoup mieux que moi ces concepts pour monter une cellule architecture avec moi. Donc toujours recruter meilleur que soi, quand on veut progresser, il n'y a rien de mieux.
Et donc, dans le DDD, ce qui m'intéressait, c'était le côté range ta chambre. Et en particulier, définir ce qui s'appelle les bounding contexts. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Ça paraît bête, mais c'est faire des grosses patates dans lesquelles on va mettre les différents concepts. Et surtout, on va faire apparaître les frontières. Et souvent, on va faire apparaître les mêmes concepts dans les deux patates. Et donc, c'est là où le rôle de l'architecte apparaît et est clé. C'est sur comment on va communiquer d'une patate à l'autre. Et donc, ce qu'il faut faire, et c'est là où il y a souvent des erreurs qui sont faites, il faut partir des domaines, donc du métier. Il ne faut jamais oublier le métier, puisqu'à la fin, l'IT et toute l'infrastructure et tout le code que vous avez déployé va refléter votre organisation. Donc, il faut maîtriser son organisation et donc ces domaines. À partir des domaines, on définit les patates, les bounding contexts. Après, on peut définir les entités, les agrégats, les services dans ces patates, et à la fin, identifier des microservices. Ce qui se passe souvent dans les boîtes qui grandissent, où c'est assez classique, on commence par se dire, je vais faire un microservice. Après, on se dit, qu'est-ce qu'il va présenter? Et il faut que je trouve quelqu'un du métier qui m'explique. Sauf que quand vous allez parler avec quelqu'un du métier, vous avez déjà fait votre microservice. Vous avez déjà défini quelques entités, et donc vous allez pas bien représenter votre domaine. Et c'est ce qui se passait chez ManoMano. Il y avait déjà un programme de microservices, un programme de ranger la chambre, mais c'était parti dans le mauvais sens. Ils partaient du code, ils essayaient de le ranger, ce qui fait qu'on se concentre beaucoup sur le facile, ce qui est clair, mais pas forcément sur le principal, qui est les frontières, là où c'est flou. Le customer, c'est quoi quand on parle de différents endroits. Donc c'est ça qui est très important. Et donc pour réussir cette mission, le plus important, c'est de se focuser sur les frontières et les interfaces. Et donc il faut vraiment se focaliser sur ce qui est important et pas ce qui est facile. Vous rangerez plus tard les fils tout emmêlés là qu'il y a sur l'image. Ce qui est important, c'est que votre façon d'interagir avec vous soit très claire et très bien définie. Et pour arriver avec ça, il faut absolument parler avec des experts du domaine. Donc les experts du domaine, c'est des gens en business. Ça va être quelqu'un qui gère un entrepôt si vous faites de la logistique. Ça va être quelqu'un qui fait du marketing. C'est quelqu'un qui va faire du contenu. Donc c'est vraiment, il faut identifier cet expert. C'est pas un chef, c'est souvent un opérationnel. Donc c'est vraiment la personne la plus, c'est la future utilisatrice des outils que vous allez mettre à disposition. Et donc il faut travailler le langage commun. Donc il faut vraiment appeler un chat un chat. Donc c'est call a spade en anglais. Pour que quand on parle de quelque chose, ça soit clair pour tout le monde. Donc ça peut paraître bête, mais c'est quoi une livraison? Parce qu'on a des livraisons, multi-livraisons. C'est qu'on a mal nommé un des mots livraison et pas le bon. C'est quoi un produit? C'est quoi une offre? C'est quoi le prix? C'est quoi le stock? Par exemple, le stock, il y a le stock dans les entrepôts, mais il y a le stock qui est vendable, parce que dans les entrepôts, vous avez des produits qu'il va falloir expédier, mais qui sont encore dans les stagiaires. Donc tous ces concepts-là, c'est super important de définir un langage commun. Donc de faire des glossaires et se mettre d'accord sur, dans mon entreprise, voilà, c'est quoi un client, c'est quoi une commande, ainsi de suite. Donc, on arrive à, c'est quoi un solution architect chez ManoMano. Donc, j'ai insisté sur le terme solution pour casser ce rôle de l'architecte qui était un expert technique, donc qui était très software architecte, qui avait tendance à être sur un piédestal où tout le monde venait se faire valider des choses auprès de lui. C'est pas du tout la bonne façon de faire de l'architecture, selon moi. Donc, le but d'un solution architect, c'est de travailler, de collaborer avec les feature teams qui sont organisés dans des tribes chez ManoMano. Donc, ils contribuent et ils maintiennent les roadmaps, donc business et technique. Et surtout, ils sont une grande source de feedback pour les équipes de platform engineering, donc mes autres équipes dont je vous parlais tout à l'heure. Et surtout, ils diffusent, ils ont un rôle de mentor, de coach pour diffuser les bonnes pratiques et avoir une notion d'amélioration continue. Donc ils passent à peu près 80% du temps sur le terrain avec leurs équipes et 20% avec la plateforme engineering des architectes chez nous. Donc ce 80% du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont jour le jour avec les feature teams, donc les UX, les CQ, tout le monde. Ils collaborent énormément avec les directeurs produits, les product managers et les engineer managers qui gèrent les feature teams.
ils contribuent à développer la roadmap business. Donc, ils passent beaucoup de temps à définir c'est quoi les modèles, c'est quoi les sous-domaines, pour que ça soit clair et qu'on travaille après maximum orienté domaine, donc que tout le monde s'approprie les domaines. Et ils vont aussi travailler sur une roadmap technique pour que on ait une stratégie technologique alignée avec la stratégie de l'entreprise. Après, ils provident beaucoup de feedback, ils donnent beaucoup de feedback aux équipes plus techniques de la plateforme engineering, des problèmes rencontrés par les feature teams. Et après, ils redonnent aux différentes teams toutes les définitions qu'on a faites. Et les 20% restants, c'est pas mal déjà de la veille techno sur l'architecture. On s'entraîne aussi à comprendre bien tous les concepts. Le DDD, tout à l'heure vous avez quelque chose sur l'API par exemple, donc c'est super important. Ils font beaucoup de formations pour eux et pour en donner. Après on a les meetings classiques, donc chez Mano Mano on a un truc qui s'appelle le Crafternoon. C'est tous les jeudis après-midi, c'est dédié à la pratique, le craftsmanship, donc c'est vraiment focalisé sur améliorer ses compétences, donc faire des coding dojo, faire du peer programming, faire des POC pour tester les technologies. Ils ont un gros travail de glossaire, ce dont je vous parlais, et ils bossent beaucoup aussi sur l'outillage pour les architectes. Et aussi sur leurs 20% du temps, ils aident les équipes où on n'a pas encore pu trouver d'architecte. Voilà, donc ils contribuent sur tous les choix, sur fonctionnel et technique, ils proposent des solutions techniques, feature team, en fonction des besoins et des objectifs des équipes, et ils sont le relais pour diffuser les messages et les choix qui ont été faits pour aider les gens. Je ne sais pas si on prend des questions au fur et à mesure ou si on attend la fin. On va attendre la fin pour prendre les questions plutôt. Ça marche. Donc je vais vous citer Napoléon. Un dessin vaut mieux qu'une longue explication. Donc un des grands rôles des architectes, c'est d'être des bons dessinateurs. Et de passer du temps à faire des schémas clairs. Alors je vais vous montrer certains schémas. Il y en a, ils peuvent paraître très simples. Il nous a fallu beaucoup de temps pour réussir à les faire. Donc par exemple, pour travailler les domaines, on a fait un pavage des différents domaines chez Mano Mano et on a essayé de les ranger et de bien les identifier pour qu'après on parle par exemple de l'acquisition de trafic, qu'on parle de la rétention, ainsi de suite. Donc le but c'est de faire cette représentation des domaines et surtout, comme toutes les traditions, ça doit être dynamique et vivant. Il ne faut pas faire ça et le figer. L'entreprise évolue, les domaines évoluent. Il ne faut pas voir ça comme des trucs rigides et qui soient très stricts. Donc après, nous, on répartit tous nos architectes dessus. Et après, du coup, on a un réseau d'architectes qui va pouvoir gérer quand les domaines doivent se parler les uns les autres. Donc, par exemple, ce schéma-là est un des schémas où on a le plus discuté. C'est la stratégie de communication entre nos différents microservices. Donc, on est parti d'une vision API first, et après on a réfléchi à comment on allait exposer ces API et comment on allait les contacter les uns les autres. Donc de ce schéma très haut niveau, très fonctionnel, on arrive à des schémas plus techniques. Alors je vous fais pas de zoom dessus, mais là par exemple c'est dans Cube, comment ça va se passer, implémenter cette vision avec Envoy, Consul, ainsi de suite. Et quand est-ce qu'un namespace peut parler à un autre namespace et par où ça passe. Donc c'est ce type de schéma simple. Ça a des applications très concrètes après sur implémenter les solutions. Ce que je vous conseille quand vous faites des schémas, évitez de mettre trop de détails. Parce que il faut que ça soit facile à maintenir. Il n'y a rien de plus pénible que d'utiliser un schéma qui n'est pas à jour par rapport à ce qui se fait. Donc il faut que ça soit utilisable, actionnable et maintenable. C'est super important que les schémas soient à jour. Et on n'a pas encore trouvé de solution pour le lier au code, pour que ça soit toujours le plus proche du code, et souvent c'est en avance de phase. C'est assez compliqué à s'assurer de ça, donc on fait des reviews régulières des schémas pour s'assurer qu'ils soient à jour. Donc il faut, voilà, il y a une hygiène
à avoir pour maintenir les schémas à jour. Et si vous n'y arrivez pas, c'est que vous en avez trop. Donc il vaut mieux les supprimer. Il vaut mieux avoir moins de documents mis à jour que trop de documents. Et on ne sait jamais si c'est le bon. Une autre des choses super importantes pour un architecte, donc à chaque fois c'est ma vision que je vous présente, c'est pas des règles écrites, c'est il faut savoir influencer sans autorité, de l'autorité coercitive. Un architecte n'est pas le chef d'équipe, il n'a pas de lien hiérarchique avec les personnes avec qui il travaille, mais il faut qu'il arrive à influencer. Donc, il faut absolument lutter contre cette image d'architecte dans une tour d'ivoire. Et donc, ne vous mettez pas dans une tour d'ivoire. Même quand vous êtes architecte, si vous êtes lead, qui que ce soit, n'essayez pas de contrôler. Passez beaucoup plus de temps à convaincre. Déjà, ça va vous enrichir parce que les gens vont vous challenger. Donc, je vous ai mis des dessins qui sont plutôt sur le framework agile. Donc, derrière l'agilité, on retrouve par exemple cette notion. L'architecte, s'il vient en mode contrôle autoritaire, le Scrum Master va protéger l'équipe de cette personne, et donc il n'y aura pas d'influence. Du coup, une des grandes missions des architectes, c'est de travailler la sphère d'influence. Et donc, il faut travailler avec les développeurs, avec les leads, avec les business owners et avec les experts des domaines. C'est la partie la plus compliquée pour un architecte technique, puisqu'il va être flagué geek, l'IT, ils comprennent jamais rien au business, ils savent pas ce qu'on fait. Donc il faut passer du temps sur le terrain avec les gens. C'est de la politique, quoi, en fait. C'est peut-être plutôt des soft skills, c'est pas de la politique. Oui, non, c'est il faut être humble pour comprendre le métier des uns des autres, et il faut réussir à montrer l'intérêt de passer du temps avec les architectes. Donc il faut partager, il faut aligner les points de vue, et le but c'est qu'à la fin, alors je trouve que c'est un peu théorique mais c'est quasiment le but, c'est qu'un expert domaine puisse lire le code et le comprendre par rapport à son métier, pas par rapport au concept technique. Et donc le but c'est qu'on retrouve les termes métiers dans le code. Donc, éviter pareil, un architecte il doit pas faire des trucs trop déconnectés de la réalité. Il doit pas trouver des mots pédants, compliqués. S'il y a des termes techniques qui sont les termes de métier, on utilise celui-là, même s'il y a un mot théorique qui est plus conventionnel, mais voilà, si dans votre entreprise il y a des choses qui sont appelées comme ça, utiliser ce mot, ce sera plus clair quand tout le monde se parle. D'autres choses qu'on fait, c'est par exemple travailler beaucoup pour les développeurs. C'est un peu nos clients. Il ne faut pas oublier que c'est potentiellement des futurs architectes, donc des futurs collègues. Et donc par exemple, on a une matrice de technologie où on va lister toute la documentation, toutes les guidelines. Et le but des documentations qu'on a, c'est qu'elles soient actionnables, utilisables. C'est pas très théorique. Des fois, c'est un peu terre à terre. C'est comment je démarre un microservice, comment j'active du cache. C'est des snippets dans les différents langages qu'on a qui vont matcher nos concepts tout de suite avec du code actionnable. Voilà, j'arrive à la conclusion. Je pense que je suis dans les temps. Top. C'est parfait. Là, on est à la nuit. Donc, si vous vous souvenez des valeurs de Mano Mano, ça, je vais réussir à boucler la boucle. Donc, les trois valeurs, donc la partie bold, donc c'est l'audace, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce mot en anglais. Donc, les architectes, ils sont là pour challenger les choix, pour innover. Ils doivent penser grand et plus grand que ce qu'on leur demande. Et surtout, ce qui est super important en tant qu'architecte, c'est de prendre des risques. Pas des gardiens du temple, oulala, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais ça. Donc, il y a vraiment ce rôle d'audace qui est attendu des architectes. Alors, après, la valeur sur l'ingéniosité, on va dire, elle est assez facile quand on est ingénieur. Donc, l'idée, c'est du fast moving. Donc, l'idée, c'est de fail fast. C'est d'échouer très vite pour savoir que c'est pas bon. Alors, c'est bien quand on fail pas aussi, faut pas l'oublier. Donc, il faut être agile. Le contexte change. Et donc, des fois, le temps qu'on finisse un schéma, les idées ont changé. Donc, le schéma est acheté. C'est pas grave, c'est la vie. Et donc, aussi, ce qu'on attend chez Mano Mano, c'est beaucoup de créativité avec de la frugalité. Donc, vous avez sûrement entendu qu'on a levé beaucoup d'argent.
vous allez voir, on le consomme très vite. Donc si on peut réussir à faire des choses qui coûtent pas cher, c'est une bonne idée. Surtout quand on va aller sur des plateformes SaaS ou le cloud, ça scale facilement, c'est vrai, mais ça coûte vite très très cher. Et bien sûr, ce qu'on attend des architectes, c'est qu'ils pensent en dehors des sentiers battus. Donc le but, c'est de proposer des solutions qui sont pas évidentes, c'est pas de suivre des règles établies. Par exemple, vous lirez qu'il y a une règle, c'est un microservice à sa base de données, personne d'autre doit y accéder. Ça, c'est très bien. Et quand on part sur du code historique, il y a déjà plusieurs personnes qui consomment une base. Comment on commence à mettre des microservices sur ça si la règle dit qu'on n'a pas le droit? Voilà. Il faut être pragmatique et trouver des solutions en dehors des trucs tout faciles. Et donc on retombe sur la bienveillance. Et donc c'est là où on arrive sur le côté politique, parce que tu disais tout à l'heure. Donc il faut vraiment être intéressé à aider les gens. Quand on est architecte, on fait pas un architecte, il travaille pas pour lui. À la fin, ce qui va produire l'architecte, c'est pas les solutions finales, c'est beaucoup de documentation, beaucoup d'aide. C'est très documentaire. On ne travaille pas sur le produit directement. Et donc on travaille beaucoup plus sur les gens. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Du coup, il y a un comportement comme un coach. Il y a des coachs agiles. Ben là, on est là pour coacher sur l'architecture. Donc ce que j'ai dit au tout début, tout le monde fait de l'architecture. Hein. Tous les choix qu'on va faire quand on développe, quand on conçoit, c'est de l'architecture au final. Même quand, d'un point de vue business, on décide de séparer des choses, c'est de l'architecture. Du coup, ce qu'on attend aussi en face de ce côté bienveillant, c'est un côté avoir des exigences très élevées. Si on n'a pas d'exigences quand on est bienveillant, c'est le monde des bisounours, rien ne se passe. Donc il faut vraiment mettre la barre très haut, tout en bienveillance, pour aider les gens à l'atteindre. Donc un des grands rôles, c'est le travail en équipe. Alors, c'est un peu éculé comme terme, bienveillance, travail en équipe. J'espère que je voulais montrer le rôle catalyseur et de faire parler des gens qui ne se parlent pas d'habitude. Donc on attend aussi d'avoir confiance dans tout le monde. On n'est pas là pour contrôler, fliquer, imposer. Et une des compétences très importantes, c'est il faut être très bon communicant, puisqu'il va falloir convaincre beaucoup de gens, et il va falloir faire la synthèse de beaucoup de concepts. Et il va falloir réussir à les vulgariser. Il va falloir vulgariser les problématiques IT au business. Pourquoi on ne peut pas faire exactement ça? Parce qu'on a des contraintes financières, technologiques, de scalabilité. Et dans l'autre sens, il va falloir réussir à expliquer le domaine à des développeurs. Donc il y a un rôle très central dans la communication. Et des bonnes compétences pour un architecte, c'est quand même d'avoir un grand sang-froid, d'être calme et de savoir prendre de la hauteur et être un peu en retrait. Pour avoir ce rôle de on va dire de coach, de pacificateur à la fin, pour conclure et arriver à des solutions. D'où le terme solution architect. Les architectes qui font que lister des problèmes, j'aurais pu le mettre, le problème architecte, n'est pas très intéressant. Donc oui, forcément, on trouve des problèmes, mais ce qui est important, c'est de proposer des solutions. Et donc, elles ne doivent pas venir de l'architecte lui-même, mais du travail avec tout le monde. Et voilà. Et voilà, comme tu dis. Et voilà. Alors justement, et voilà, on a une question qui a popé pendant la présentation. Donc maintenant, c'est le moment de poser vos questions. Alors j'ai vu qu'il y a eu un tout petit problème là, juste à la fin de Twitch, mais c'est revenu tout de suite, donc on n'a rien perdu de ce que tu disais. Il y a Crix33 qui demande, vous utilisez quoi pour faire vos schémas du coup? La bonne question. Ouais, la bonne question. Je vais vous le faire même en live, je vais vous les montrer. Hein. C'est vrai, tu veux que je repartage l'écran? Ouais, comme tu veux. Oui, bon. On utilise Miro. Alors Miro, c'est beaucoup plus utilisé par les agilistes pour faire des post-it ou des trucs comme ça. Oui. Au début, on n'utilisait pas du tout Miro, je vais dire avant le confinement. On utilisait plutôt Draw.io, des outils un peu plus classiques de schémas. On est passé sur Miro, parce que comme ça, on peut faire des schémas tous ensemble, comme avant on faisait au tableau. On passe beaucoup de temps normalement au tableau Velleda ou au tableau à créer ou sur les vitres avec des Velleda quand on est architecte pour faire des schémas. Et là on pouvait plus faire ça avec le remote. Donc on est passé sur Miro, comme ça on peut éditer les schémas en même temps, on peut annoter et c'est assez pratique. Donc celui-là je vous l'ai montré dans ma presse et normalement à côté j'en ai d'autres. Hop. Et si je zoome dessus,
on arrive sur des trucs qui peuvent être beaucoup plus détaillés avec Ah oui. une base sur le catalogue et tous les microservices qui vont taper dessus. Notre gros monolithe. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir des choses comme ça. Après, on se pose des questions dessus, ainsi de suite. Voilà. Du coup, nous, on a basculé sur Miro pour faire les schémas. Je trouve que c'est une tout bonne idée. pratique. C'est une bonne idée. C'est un hack d'outils d'agiliste, en fait. C'est pas mal. Ouais, quand on a commencé, on n'était pas sûr. C'est ça. Mais ça l'a fait, donc on est resté dessus. Parfait. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Parce que vous êtes resté très attentif, mais en même temps, c'était très bien expliqué. Alors, on a une question de Raphaël qui nous demande qu'est-ce qu'un microservice? Alors moi, j'aime bien les microservices aussi. Pour moi, c'est une vue totale de l'esprit. L'idée, c'est de travailler sur les domaines. Et donc, le microservice doit être dédié à exposer des entités que vous avez exposées. Et donc, il faut qu'il se focalise sur les entités. Après, du coup, la question, c'est quand est-ce que j'en coupe un en deux? Ou quand est-ce qu'il faut le séparer? Donc, soit c'est pour des raisons business. Parce que voilà, le business grandit, il y a deux choses qui ont des cycles de vie différents, donc autant les séparer. Soit d'un point de vue technique, le code il devient trop gros. Donc pour moi, il n'y a pas de vraie règle de quand un microservice, c'est quoi un gros monolithe. J'ai envie de dire, quand vous subissez un rollback d'une feature à vous alors que vous, elle n'était pas buggée, c'est que c'est trop gros. Donc pour moi, le gros intérêt du microservice, ça va être sur les rollbacks. Et donc si quand vous mettez en prod, vous risquez que votre feature se fasse rollbacker parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui livrait en même temps que vous, bah c'est que là, c'est devenu trop gros. Et même quand on est en livraison continue, donc chez ManoMano, on est en livraison complètement continue, même le vendredi, au bout d'un moment, si votre service est trop gros, bah, il n'y a pas assez de créneaux dans la journée pour livrer, et il faut commencer à réserver. Donc pareil, quand vous commencez à devoir réserver des créneaux pour livrer, c'est que c'est trop gros. Ouais, c'est trop tard. Ouais. Voilà. Après, un bon gros monolithe, si vous l'avez bien apaisé, ça fait bien le staff. Donc, chez ManoMano, il y avait un programme de microservices. Quand je suis arrivé, je l'ai arrêté pour passer sur un programme d'apaisation. Alors, il y en a plein qui me disaient, bah, c'est la même chose. Je dis, bah non, on va déjà apaiser notre monolithe et après on le découpera. Comme ça, les consommateurs, ce sera transparent. C'est un peu pareil, c'est un peu le reprendre dans le bon sens. C'est porter des besoins avant de faire de la technique. Microservice, c'est un mot un peu à la mode. L'intérêt, ça va être de pouvoir faire de l'élasticité sur les bonnes parties. Donc, ça vous coûte moins cher de scaler. Parce que scaler au monolithe, si c'est des grosses instances, donc du coup, vous allez être plutôt sur des machines virtuelles ou même carrément des serveurs physiques. Alors que si c'est assez petit, ça va tenir dans un container. Et donc, pareil, donc pour que ça soit facile de scheduler les containers, il ne faudra pas utiliser trop de CPU et trop de RAM. Et donc, il faut être plutôt petit. Et donc pareil, ça va être sur des ambitions business pour pouvoir scaler avec les parties intéressantes. Donc là, je pense que sur le schéma que je vous ai mis, je dois avoir un reader et un writer. Voilà. Donc le projet Rhino, c'est ce qui gère le catalogue chez nous, en gros. Donc, on a coupé la partie read et la partie write pour pouvoir scaler les readers en fonction du trafic qui arrive sur le site et les writers plutôt en fonction du nombre de catalogues que les sellers nous envoient. Et pour décorréler les problèmes du back et les problèmes du front. Donc, ça peut être ça aussi. Des critères pour découper un microservice. Évitez de faire du carpaccio, donc ne faites pas trop de microservices. Commencez par faire un microservice, et puis si à un moment vous voulez le couper, vous le couperez. Rangez bien votre code. Donc c'est là où le DDD doit aider. Rangez votre code par domaine. Après il y a l'hexagonal qui peut vous aider à ranger, mais rangez d'abord plutôt par le domaine que sur de l'hexagonal. Ça sert à rien de faire plein de classes pour s'abstraire la base, la sortie, est-ce que je manipule au milieu, si au final c'est tout le temps les mêmes champs. Pareil, si votre microservice, vous avez l'impression que c'est juste du CRUD, donc c'est juste je sors ce qui est dans la base, je l'affiche, posez-vous une question, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de business, il n'y a pas d'intelligence, c'est vraiment bizarre. Et donc si à un moment vous avez plein de CRUD parce que vous avez besoin d'objets qui sont un peu bêtes, et c'est juste organisation, mettez-les tous ensemble, ça sert à rien de faire des microservices juste pour le fun, ça fait que personne ne va les toucher, vous allez les déployer, puis un an après, quand vous allez voir les redéployer, mais vos pipelines ne seront pas à jour, la CI/CD ça devient un gros monolithe, pas se mentir, l'infra Ascon aussi, donc faites des choses que vous déployez souvent, voilà, donc c'est un subtil équilibre. Ok, et alors il y a plein de questions.
Et ouais. Alors déjà, la première, c'est quelle formation en plus de dev pour être nécessaire pour devenir architecte solution? Communication non violente. Communication non violente. Pour éviter les cours de karaté le soir. Non, mais voilà, donc il y a un gros travail sur ça. Et après, c'est ma vision à chaque fois. Oui. C'est l'expérience. Donc, passer du temps à développer, galérer en prod avec des incidents, c'est là où vous allez apprendre le plus de choses. Il y a des formations, j'ai mis TOGAF pour le... Limite, c'est quasi un troll entre architectes de parler de TOGAF, tellement ça fait vieux jeu. Ça vient des cultures d'urbanisme et de compliance. En banque, il faut faire... Il y a des parties de l'architecture un peu pénibles, je n'en ai pas trop parlé. Pour la RGPD, par exemple, il faut qu'on cartographie les données à caractère personnel. Bon, ben ça, du coup, c'est l'urbanisme, c'est la partie un peu chiante. C'est j'ai tout mon IT, où c'est que j'ai mes trucs. Donc ça, c'est le côté un peu inventaire, très lourd. Donc là, il y a des formations sur ça. Ça peut avoir le coup sur ces concepts-là. Après, moi, j'ai envie de dire, faut vraiment être ouvert d'esprit, être curieux pour comprendre les technos. Après, il y a les classiques, il y a Oncle Bob, Martin Fowler à suivre, à lire pour s'inspirer et comprendre les concepts pour après se les approprier et les appliquer de façon pragmatique et adaptée aux situations. Il y a des questions encore, hein, il y en a plein, ça suscite maintenant plein de questions, les gens se sont réveillés, ça y est. Donc y a-t-il des alternatives valuable à une architecture avec microservices? Un gros monolithe, hein, si on est... Ça dépend de la taille de l'équipe, mais un monolithe bien rangé, c'est hyper efficace, surtout si vous voulez optimiser l'utilisation du hardware. Donc je sais que chez Epitech, on peut parler chiffon. Si vous avez envie de faire de la perf ultra poussée, avoir une approche quasi électronique embarquée sur des programmes que vous allez mettre sur des gros serveurs, donc vous allez gérer votre mémoire finement pour... gérer la localité de votre mémoire pour éviter les miscaches et ainsi de suite, bah là c'est intéressant d'avoir un gros monolithe. C'est là où du coup ça va vous coûter moins cher en infra parce que vous allez l'optimiser à la mort. Donc il y a encore des gens qui font ça, bah, c'est ceux qui vous vendent des services. Eux ils optimisent à fond le réseau, l'utilisation du hard, ainsi de suite. Donc ouais, il y a encore des gros intérêts à ça. Et un des gros soucis des microservices, vous pouvez le voir sur le schéma que je vous ai mis, ça devient vite un gros bordel. Et gérer le cycle de vie de ces trucs-là, c'est compliqué parce que c'est d'autres équipes, c'est d'autres trucs, ainsi de suite. Donc il y a des intérêts au monolithe. Il y a Le Bon Coin qui a été très fier de son monolithe pendant très longtemps. Après, les problématiques, c'est la capacité à le livrer, à investiguer quand on grandit. C'est quand il y a trop de gens qui écrivent au même endroit, ça devient compliqué. Mais sur des petites équipes, faites pas trop de microservices. Ça va être compliqué à gérer le cycle de vie. S'il y a 2 microservices que vous devez livrer en même temps, fusionnez-les, c'est que vous êtes trompé en les découpant, c'est pas grave. Puis pareil, il faut rester dynamique sur ça. Allez, question suivante. Bonjour, vous avez parlé d'adapter votre wording pour la compréhension métier. Alors, elle ne dit pas sûr de la formulation, mais c'était le principe, je pense. Et vu que vous avez fait des entreprises de différents secteurs, comment avez-vous géré cette partie IT vers métier Voilà, c'est la question. Alors, je fais des trucs quand même assez techniques à chaque fois, mais ce qui est important, c'est d'avoir de l'empathie pour la personne et de l'écouter sans jugement. Donc là, on va retomber sur les concepts de communication non violente, ainsi de suite. Et donc, c'est de vraiment être ouvert à ce que la personne va vous raconter. Parce qu'en général, ça va être des passionnés, comme on a des passionnés d'informatique, les gens sont passionnés par leur métier en général. Et donc, passez du temps avec eux et intéressez-vous vraiment à leurs problématiques. Et donc, faites des réunions avec eux, avec leurs équipes, et vous allez entendre le vocabulaire. Et surtout, il n'y a pas de questions bêtes. Quand vous ne comprenez pas un terme, demandez-leur. Nous on fait du bricolage par exemple. Je pense que des crampions, pas grand monde sait ce que c'est. C'est les pointes tournées avec des pointes de chaque côté pour le grillage par exemple. Voilà, et donc. Oui, mais bien sûr. Voilà, on a des mamelons en acier sur le site. C'est génial. Pour la plomberie. Donc voilà, il y a plein de termes techniques et donc soyez ouverts, n'hésitez pas à poser les questions, à vous intéresser vraiment en toute bienveillance aux problématiques de la personne pour éviter le fameux problème XY. Les gens, souvent, ils ont un problème, ils réfléchissent à une solution et ils viennent vous voir avec la solution parce qu'ils ont des points sur cette solution pour la réaliser.
redemander pourquoi ils font ça. Donc il y a une règle des 4 pourquoi, je crois, ou les 7, je sais plus. Enfin, demandez plein de fois pourquoi. Et comme ça, vous allez arriver à la vrai problème. Et c'est lui qui est intéressant à traiter. Et c'est là où il faut mettre de l'intelligence. Et pareil pour les développeurs, il y a souvent on a cette image du développeur qui a la cave, un peu autiste, qui aime pas parler. Bon, il y en a, on va pas se mentir. Mais rencontrer, pareil, des experts, et pas des chefs ou des chefs de projet, mais parler directement avec l'utilisateur final, parler avec l'expert du métier, on va trouver beaucoup de valeur dans ça. Parfait. Bien écoute, merci à toi, il n'y a plus de questions. Et puis il va nous rester du coup 10 minutes avant la conférence suivante, donc c'est parfait moi pour enchaîner. Je te remercie beaucoup Aurélien, c'était passionnant, c'était hyper intéressant. Il y a eu plein de questions et tout, donc c'était cool. J'espère que ça t'a plu. Ouais, très. Ça m'a plu de partager. J'avais d'autres exemples si j'en voulais sur qu'est-ce qu'on peut écrire, faire comme schéma. Et donc pour revenir sur la question sur le microservice, qui est un peu le buzzword depuis quelques années maintenant. Ouais. Moi, je suis un grand fan d'une vision APIisée. En plus, comme je crois que c'est la con juste après. Oui. Dans l'API management, ouais. Ouais. Et donc, ne faites pas des microservices. Faites un vrai programme d'API. Et écoutez bien ce qu'est l'API management qui suit, parce que c'est pas si évident que ça. Avoir un bon dev portail, réussir l'onboarding des consommateurs, sécuriser les API, faire du cache d'API, du rate limiting d'API, c'est des sujets sans fin qu'on retrouve tout le temps. Et avoir des briques centrales, donc avoir des API gateway qui vont vous aider à faire ça plutôt qu'implémenter ça dans tous les microservices. Ça peut être vraiment pas mal. Et l'autre gros sujet sur les microservices, c'est l'observabilité. Je ne sais pas si quelqu'un va en parler. Mais plus vous avez de microservices, plus il faut être capable d'observer. Et ça coûte assez cher les outils d'observabilité. Et c'est pas toujours très simple. On peut pas faire du pas à pas dans un truc où il y a un nuage de microservices. Ça devient compliqué. Ouais. Voilà. Et donc il faut travailler sur des architectures plus réactives, des choses comme ça. Et donc on n'est plus dans du séquentiel et on s'y perd un peu plus. Ok. Voilà. Merci à tout le monde. J'étais le premier, j'espère que vous êtes tous réveillés maintenant. Oui, c'est ça. Pour la suite. Merci à toi en tout cas d'avoir fait l'ouverture, c'était pas facile. Ouais, ça va. T'as l'habitude maintenant, c'est ça? Oui, et puis je suis au bureau, c'est tranquille. Ouais, c'est tranquille. Mon masque. C'est ça. Bon. Merci à toi. Voilà. Et puis, bonne journée à tous. Ouais, et puis on te souhaite bonne continuation. Moi, du coup, je vais enchaîner en vous disant ce qu'on va retrouver tout de suite après. Donc, dès 11h, vous allez retrouver Fabien Cadieux de CGI qui va venir nous parler donc de la mise en place de l'API Management. Restez là, on va mettre juste une petite boucle de pause et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.